passe la parole à Madame l'ambassadeur du Mozambique, Ananima Wayem. Madame l'ambassadeur, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas beaucoup de temps. Par conséquent, j'aimerais juste... Donc je ne voudrais pas décevoir le secrétaire général. Par conséquent, je vais présider en anglais. Mais donc, alors, bienvenue à tout le monde à cette première session. Nous allons d'abord donner le contexte de la coopération sud-sud et triangulaire. Pour cette session, les membres de notre aréopage sont ici présents. Je vais vous les présenter. Tout d'abord, son Excellence Patrick Ignacio Gomes, le secrétaire général du groupe ACP. Avant d'être secrétaire du groupe ACP, il était ambassadeur du Guyana auprès du Royaume de Belgique, de la Commission de l'Union européenne, ainsi que de l'OMC et de la FAO. L'ambassadeur Gomes est très connu. Ensuite, nous aurons M. Laurent Thomas, qui est le sous-directeur général à la FAO. Il est agroéconomiste de formation. Monsieur Thomas a plus de 33 ans d'expérience dans le développement et l'aide humanitaire. Il a travaillé sur des questions d'alimentation et d'agriculture tout au long de sa carrière. Il supervise maintenant la coordination et la mise en œuvre des 5 programmes stratégiques de la FAO. Donc vous voyez le calibre des orateurs présents parmi nous aujourd'hui. Et bien entendu, de la FAO, pas des moindres, notre très chère Brève Ndissalé, qui est directrice adjointe de la division de la protection sociale, donc de la FAO, où elle coordonne le travail sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Madame Ndissalé était l'ambassadeur du Malawi au groupe ACP et a présidé le comité des ambassadeurs au cours de son mandat. Et cela était au cours des négociations de la deuxième révision de l'accord de Cotonou et a également présidé le sous-comité commerce et investissement ainsi que le sous-comité développement, coopération, lorsque nous avons négocié le 11e fonds de développement. Donc, comme vous le savez, comme vous le voyez, elle a vraiment une très bonne connaissance du groupe ACP et maintenant de la FAO. Donc, vous voyez à quel point nous sommes chanceux. Nous avons également Madame Catherine Ellis, directrice de la division des jeunes au secrétariat du Commonwealth, qui promeut les talents des jeunes par l'autonomisation sociale, économique et politique dans les 53 pays du Commonwealth. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, Monsieur Manuel Lapin, il est le directeur de la coopération à la communauté des pays de langue portugaise. Il a été nommé en 2007 et après quoi il a lancé une nouvelle stratégie sur la vision de la coopération pour la communauté des pays de langue portugaise. Il a travaillé en tant que consultant dans une agence qui se concentre sur l'entrepreneuriat et le développement économique. Agence où il a géré plus de 20 projets dans les pays CPLP, donc de langue portugaise. Bienvenue. Enfin,
Dernièrement, il n'est pas ici dans l'arrière-page, mais il parlera directement du public, de M. Rogel Nguid. J'espère que je lui ai bien prononcé son nom. Il est coordinateur interagence des Nations Unies et chef du personnel du Bureau des Nations Unies de la coopération Sud-Sud. Il s'exprimera de l'auditoire. Donc voilà le panel que nous aurons pour cette première session. Donc, au cours de cette session, nous allons illustrer la vision du secrétariat ACP pour renforcer la coopération entre ACP Sud-Sud et triangulaire, pour appuyer le développement rural intégré pour autonomiser les jeunes et les femmes. La FAO présentera son rôle en tant que facilitateur de la coopération Sud-Sud qui implique la facilitation et la mise en correspondance entre les pays et l'offre à demande et assurer la qualité des échanges Sud-Sud. Et la FAO va également mettre en exergue son travail pour l'autonomisation des femmes et des jeunes et pour montrer comment les résultats peuvent être reproduits via la coopération Sud-Sud. Enfin, mais pas des moindres, le secrétariat du Commonwealth et le CPLP illustreront comment ils travaillent avec les pays dans toutes les régions ACP, promouvoir le partage de connaissances et renforcement des capacités. Ces discussions, nous espérons, nous insuffleront une vision pour l'avenir qui s'aboutera sur les bonnes pratiques et qui mènera à la création d'un plan d'action pour reproduire ces meilleures pratiques dans la coopération Sud-Sud et triangulaire. Cela étant dit, je vais directement donner la parole au secrétaire général, M. Gomes. Je vous remercie, Madame l'ambassadeur. Je voudrais très rapidement souligner notre vision, les ACP, de cette question de la coopération Sud-Sud et triangulaire. D'abord, nous considérons qu'elle apporte de la valeur de remplacer le modèle classique du financement du développement. Elle doit donc être un complément. Un complément dans la mesure où, avec les avantages comparatifs dont il est beaucoup question en économie, la coopération Sud-Sud et triangulaire apporte également des avantages contextuels. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que des solutions locales, des démarches locales peuvent nous permettre de produire des solutions à des problèmes qui assaillent des pays, des communautés, des populations et des individus dans des contextes similaires. Donc le contexte est extrêmement important dans la manière dont on peut se servir de l'expérience acquise. Ensuite, il y a une hypothèse très simple. Plus l'analyse des besoins est exacte, plus les résultats seront utiles. En d'autres termes, il faut mettre l'accent d'emblée sur l'identification correcte des besoins qu'il s'agit de prendre en charge. Ce n'est pas la quantité ou le quantum des ressources à utiliser qui est la plus importante. C'est la compréhension, la précision surtout de la compréhension des problèmes qui fait les résultats. Ensuite, pour nous, la gestion, la collecte, l'accumulation de la connaissance obéit à deux dimensions. Par définition, la connaissance est un produit social. Si j'ai une connaissance et que je la garde pour moi, alors je remets en cause l'objet même de la connaissance. Parce que l'objet de la connaissance est d'être partagé. La connaissance qui est partagée, surtout dans le contexte de la coopération Sud-Sud et triangulaire, doit être justement d'éclairer des politiques pour que les politiques changent. Et c'est cela qui permet l'autonomisation des jeunes, des femmes, l'accès pour eux, pour elles, à l'emploi. Alors, ça ne doit pas être un partage latéral, horizontal, comme on dit.
des connaissances. Il faut que ce partage soit vertical. Il faut que l'information remonte. Elle vient du terrain, du contexte dans lequel il faut l'appliquer pour remonter à ceux qui sont chargés de l'appliquer, ceux qui sont chargés de définir les politiques et les actes. Et cela ressort très clairement d'ailleurs dans le travail que Karine Nissou, la consultante qui a travaillé sur nos études de cas, identifié, en mettant l'accent sur le cas très particulier de la santé, qui est très intéressant, vous le verrez. Et nous avons l'intention, aux ACP, dans le cadre de la programmation intra-SCP du 11e FED, mettre l'accent sur la mise à niveau des systèmes de santé dans les pays ACP1. Citant par exemple l'affaire de l'épidémie d'Ebola, qui a démontré la nécessité de travailler dans ce domaine. Former, bien sûr, des médecins, des infirmiers, mais pas seulement. Il faut travailler sur l'ensemble. Une démarche donc globale qui nous permette de traiter à la racine le problème. Et dernier point, l'importance de la notion de complémentarité. Je crois que c'est Madame la secrétaire générale Jean qui l'évoquait tout à l'heure. La synergie et la cohérence, c'est-à-dire la complémentarité, c'est l'ensemble, être ensemble, c'est cela qui importe. C'est cette démarche collective-là qui fait que des connaissances nouvelles naissent de ce que nous savons déjà pour nous mener à de nouvelles opportunités, l'innovation, le sens de la perspective et de la prospective. C'est cela qui nous permettra de vraiment faire en sorte que la coopération sud-sud et triangulaire éclaire nos politiques, celles qui sont susceptibles de donner aux femmes et aux jeunes l'accès à la terre, aux ressources, pour que, à leur tour, elles puissent transformer leur situation. Voilà, je m'en arrête là. Merci. Thank you, Secretary General. Now... Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je vais à présent donner la parole à Monsieur Thomas. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier Patrick Gomes d'avoir introduit le sujet. Alors, je vais commencer cette intervention par la conclusion. Donc, je voudrais partager pour lancer les débats ici. La première conclusion est que si nous parlons des enjeux de l'emploi, d'un futur riche pour les jeunes, de plus d'égalité pour les femmes, il existe beaucoup de solutions qui ont été développées dans les pays du Sud, dans les pays en développement. On est limité par les mots, mais je pourrais dire que les solutions existent et que nous devons nous assurer qu'il y ait un meilleur partage de l'information, un meilleur partage des solutions de développement qui ont été élaborées dans les pays, un meilleur partage des technologies qui ont été élaborées dans les pays du Sud. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point est que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a une longue expérience comme facilitateur de partage, de partenariat Sud-Sud. La FAO a une longue expérience de partage de partenariat triangulaire pour amener des solutions concrètes, très concrètes, telles que celles que nous allons discuter dans les 2 jours à venir pour les problèmes des jeunes et disons, les enjeux de l'égalité des femmes. Et le troisième point de ma conclusion est que les pays ACP, du groupe ACP, constituent une communauté unique qui se prête extrêmement bien au partenariat Sud-Sud. Ce sont des pays avec différents stades de développement économique, des pays qui partagent des zones écologiques souvent très similaires. Par exemple, nous savons les enjeux aujourd'hui pour les petits pays insulaires en développement.
la communauté des ACP représente inclut plus de 37 pays insulaires en développement. Ces pays ont les mêmes enjeux de développement et nous pensons qu'un meilleur partage de connaissances, un meilleur échange de solutions de développement pourrait accélérer les progrès dans chacun des pays ACP. Alors maintenant, pour élaborer très rapidement sur ces points, la FAO a plus de 20 ans d'expérience dans le partenariat Sud-Sud. Nos plus grands partenaires dans le Sud-Sud jusqu'à présent sont des pays comme la Chine, le Brésil, l'Indonésie, le Vietnam, le Maroc, et je pourrais en citer beaucoup. Nous comptons à peu près en partenariat une vingtaine de pays qui contribuent à fournir des solutions de développement. Nous avons travaillé au cours des 10 dernières années avec plus de 80 pays qui ont reçu cette expertise du Sud. Et je peux vous dire que quand nous parlons de Sud-Sud à la FAO, nous parlons d'expériences concrètes. Ce n'est pas un projet politique, ce n'est pas quelque chose de vague, c'est quelque chose de très concret. Je me rappelle toujours le symposium que nous avons eu il y a 2 ans au Nigeria, où le ministre de l'Agriculture du Nigeria, dans sa déclaration, a dit « Avec le partenariat Sud-Sud que nous avons mis en place avec la République populaire de Chine, nous avons transformé des jeunes sans emploi, pauvres, en millionnaires en ERA. Hein, avec des programmes très concrets, aquaculture, irrigation, agribusiness, des solutions extrêmement concrètes. Quand nous parlons de partenariat Sud-Sud avec nos partenaires du Brésil, nous parlons de comment transférer l'expérience qui est devenue un modèle international du programme Fin Zéro, qui a permis de faire sortir des millions de Brésiliens très pauvres et affamés de leur situation grâce à des politiques adaptées, à des programmes de protection sociale, à des programmes qui mélangent les achats institutionnels et l'appui à l'agriculture familiale. Ce type d'expérience peut être répliqué très facilement. Et c'est ce que nous faisons avec des partenaires comme le Brésil pour adapter ce type d'approche à des pays confrontés aux mêmes problèmes. Et je pourrais continuer. Beaucoup d'expériences existent. Nous avons la conviction que les pays ACP, dans leur diversité, confrontés au même type de problèmes et d'enjeux de développement, devraient faire beaucoup plus pour partager les expériences. Et je pense qu'on va avoir des exemples qui vont être présentés dans les heures à venir. Donc, quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire partager les expériences ? D'abord, point de départ, chaque pays ACP a quelque chose à offrir. Fournir de l'expertise, partager les bonnes pratiques, les technologies, s'assurer que vos instituts de recherche, de formation puissent être mis à disposition des autres. Nous avons mis en place, par exemple, à la FAO, un portal web où tous les pays peuvent accéder aux centres d'excellence qui existent dans les pays membres de la FAO dans les différents domaines techniques sur lesquels nous travaillons. Vous devez, comme pays ACP, être en mesure d'exprimer vos besoins et de voir si ce type de besoin d'autres pays de la communauté a été confronté au même problème et a trouvé des solutions. Certains de vos pays sont en mesure aujourd'hui de fournir des contributions volontaires pour faciliter ce partenariat Sud-Sud. Vous êtes, dans la communauté des pays ACP, dans une situation de partenariat exceptionnel avec l'Union européenne. Dans le cadre du Fonds européen de développement, nous pouvons très facilement faciliter la mise en place d'un partenariat tripartite, comme M. Ridolfi l'a mentionné dans le cadre des accords de Cotonou, pour faire en sorte que le partenariat intra-ACP soit une réalité. Nous sommes convaincus que la coopération Sud-Sud et triangulaire est un moyen extrêmement
effectif d'accélérer les dynamiques de développement dans les pays. Voilà ce que je peux dire à ce stade. L'AFAO voudrait pouvoir mettre plus à disposition son expertise pour faciliter ce type de partenariat que nous considérons comme un modèle de développement complémentaire à la coopération au développement plus traditionnelle, extrêmement important pour ensemble arriver au résultat que vous avez approuvé dans le cadre des discussions à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'agenda 2030. Je vous remercie. Merci. Merci, Dr. Thomas. Now I give the floor to... Je donne maintenant la parole à Madame Dissalé. Merci infiniment, Excellence et Madame la Présidente. Normalement, j'ai une présentation PowerPoint. J'espère que l'on peut m'aider. Okay, but I'll continue. Wait. Okay. Yes, you can go to slide 2. Madame la Présidente, je suis vraiment très enthousiasmé à l'idée d'être ici. Sans tomber dans l'émotion, je dirais que c'est comme si je vous rentrais en famille. C'est ça que je ressens. Donc je suis ravi de voir la plupart d'entre vous ici présents. Une fois de plus, cela m'enthousiasme de représenter la FAO et de vous donner le contexte de cette question très importante. Après ce que Laurent Thomas vient d'exprimer, j'aimerais me concentrer sur le rôle central des femmes et des jeunes dans le développement rural et comment la FAO, en tant qu'intermédiaire, facilitateur, dans beaucoup de pays, au sein de la société civile, à tous les niveaux régionaux, globaux, et comment la FAO ajoute de la valeur dans la coopération sud-sud et triangulaire par la création de connaissances, donner de l'aide pour la création de politiques, le renforcement de capacités, assistance technique et à différents niveaux. Je serai assez rapide car beaucoup de choses ont été dites pour donner le contexte. Néanmoins, j'ai un message clé. Le programme pour le développement durable 2030 nécessite des mesures de transformation qui pour éradiquer la faim et la pauvreté. Excellence, chers collègues, nous sommes tous ici car nous avons la conviction que pour avoir des mesures qui apporteront des vrais changements dans nos pays, des acteurs clés, à savoir les femmes et les jeunes, sont nécessaires car les jeunes et les femmes de nos jours, vous en conviendrez, sont les acteurs du changement. Et je pensais qu'il fallait vraiment mettre en exergue ce message qui a déjà été exprimé. Maintenant, passons aux défis qui seront rencontrés. Les femmes dans les milieux ruraux, bien qu'elles représentent près de 42% de la main-d'œuvre et que cela peut aller jusqu'à 50% en Afrique, elles rencontrent toujours nombre de défis qui entravent leur démarche pour être productive. L'un des problèmes clés est qu'elles n'ont pas accès ou un accès limité ou un accès inégal à des ressources de production telles que la terre, accès limité à des services, en ce compris l'éducation, des services de conseils ruraux, la protection sociale, comprenant l'accès limité au secteur financier. Donc il y a nombre d'inégalités desquelles souffrent les femmes, car elles ne peuvent être en interaction efficace avec le marché du travail, même si nous faisons de notre mieux pour encourager les femmes à s'associer à des activités productives. Nous savons que elles ont déjà beaucoup de
travail. Et si nous ne prenons pas cela en compte, nous ne prenons pas en compte le facteur ambition. Les femmes ne participent pas, ou de manière limitée, à tout niveau, au processus de prise de décision. Cela a déjà été souligné de manière très adéquate par le secrétaire général au début de la session. Pour vous donner un exemple, pour les pays ACP, la ressource la plus importante est le sol, la terre. C'est très important pour la génération de revenus. Si vous vous penchez sur les statistiques, vous verrez qu'il y a des inégalités dans la possession de terre entre les hommes et les femmes. Et comme vous pouvez le voir, toutes les données sont moins de 50%. Cependant, ce qui est très encourageant, c'est que vous verrez que dans la Caraïbe, par exemple, en Jamaïque, il y a une progression. Donc il y a du potentiel. Nous voyons dans le Pacifique, Samoa, qui est meilleur élève, le Botswana montre également de bons signes d'amélioration dans l'octroi d'un accès égal à la terre aux femmes. Tout cela pour vous donner un exemple d'un problème dans tous nos pays. Si nous ne répondons pas à cette question de l'accès des femmes, même si nous investissons dans l'agriculture, comment voulez-vous investir quand vous n'avez pas l'accès qui est viable, nécessaire pour votre productivité? Ça, c'est un des défis majeurs que la FAO et nombre de partenaires tentent de relever. Alors, les jeunes jouent un rôle clé. Je ne vais pas trop entrer dans les chiffres, mais l'un des défis que je peux évoquer pour la jeunesse, et en vous donnant deux mots. Les jeunes, si nous ne prenons pas en considération leur potentiel et que nous ne leur donnons pas des opportunités, nous créons ce que nous appelons, et la plupart des gens l'ont dit, une bombe à retardement. Nombre d'exemples ont été donnés, nous avons connu ce qui s'est passé sur le terrain. La question va essaimer et va donner des emplois, donneront des moyens aux jeunes d'être productifs pour avoir la possibilité d'être stable et moins vulnérable. Donc, c'est essentiel. Il y a une bonne nouvelle. Le programme de développement 2030 a mis en exergue l'importance de la coopération sud-sud et triangulaire, car ce programme appelle au renforcement de la coopération internationale qui va au-delà des formes habituelles d'aide. Il faut faire en sorte que nous allions au-delà de ce que nous avons fait jusqu'à présent et que nous nous engageons dans différents types de coopération en partageant la connaissance, les meilleures pratiques. Et la meilleure nouvelle est que la FAO et nombre de partenaires le font déjà et nous sommes vraiment très enthousiastes. Nous le faisons avec les pays ACP aussi. Et Laurent Thomas l'a dit, je pense, chaque pays contribue également en apportant sa propre expérience des meilleures pratiques. La FAO travaille avec tous ses partenaires. Je suis ravi de souligner certains exemples qui feront l'objet de nos discussions à venir de ce jour. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ce premier exemple, car Peter Hobbs va s'exprimer sur la jeunesse et d'autres partenaires aussi qui viennent directement des pays. Suzanne aussi. Abordons cette question un peu plus en détail donc sur l'autonomisation des femmes. Mais il y a assez bien d'exemples. Vous pouvez voir pour la jeunesse, et je pense que vous êtes sur le transport en numéro 5, la FAO a engranger une énorme expérience dans le travail avec les pays et d'autres partenaires au niveau national. Ce programme, comme cela vous sera expliqué plus tard, a
et tenter de répondre aux défis pour faire en sorte que les jeunes soient attirés par l'agriculture. Ils ont créé une certaine appétence. Il y a un nombre de défis que les jeunes rencontrent. Bien que nous sachions que certains d'entre eux ont accès à l'éducation ou sont capables d'avoir des emplois, il y a un taux de chômage si élevé, non seulement pour les jeunes dans les milieux ruraux qui rencontrent ces défis, mais aussi pour les jeunes qui ont obtenu des diplômes et qui ont reçu une éducation, mais qui n'arrivent quand même pas à trouver du travail. Pourquoi ces jeunes ne peuvent-ils pas être engagés dans le domaine agricole? Car il y a des entraves, car l'accès au marché financier et parfois l'accès au marché pour que les jeunes soient actifs dans le domaine est très difficile en raison de l'influence internationale des supermarchés, par exemple, qui fixent des exigences assez strictes et des changements sur la chaîne. Donc voilà autant de défis que rencontrent les jeunes. Mais vous aurez des exemples plus tard au cours des sessions sur la façon dont cela se produit exactement. Je vais vous donner un exemple. Oui, voilà. La FAO a travaillé sur la création d'informations qui aideraient les pays pour être informés sur le droit d'apprendre. Et cette information est créée pour les 80 pays. C'est un bon vivier de ressources que les pays peuvent utiliser pour travailler sur leur réforme foncière. Et il faut faire en sorte qu'il y ait une association, une participation des hommes et des femmes dans toutes les communautés au niveau national pour faire en sorte que les ressources soient accessibles et équitables. Il existe également des exemples de notre travail de l'accès à la terre, mais également sur les chaînes de valeur équitables. Nous en parlons tellement de ces chaînes de valeur, de la ferme à l'assiette, mais nous ne nous rendons pas compte que tout au long de cette chaîne de valeur, nombre de nos acteurs clés, et ce sont des femmes, se sont entravés, car si nous n'avons pas assez de connaissances, il n'y a pas assez d'orientation sur la façon dont nous pouvons entrer en contact avec les agriculteurs, surtout les femmes, peuvent monter sur la chaîne de valeur et créer des revenus pour le bien des communautés et du pays, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut travailler dans ce domaine et nombre de pays sont associés à ce travail. Plus tard, vous recevrez un exemple de comment la FAO a tenté d'autonomiser les femmes et comment ils ont mis en place une plateforme de partage pour en apprendre l'un des autres. Et en décembre, donc, nous avons mis en place cette plateforme pour nos homologues dans les États membres et la FAO et pour la société civile dans ces pays. Donc tout le monde s'est assemblé et les résultats sont vraiment excellents. Nous vous en ferons part plus tard. Sur la jeunesse, il y aura également des informations qui seront partagées pour l'autonomisation des jeunes. La FAO a abattu une très grande quantité de travail pour promouvoir les opportunités d'emploi pour les jeunes et aussi des emplois décents en se concentrant sur la sensibilisation, l'élaboration de politiques et le renforcement des capacités et l'aide technique. Le plus gros de ce travail a été réalisé dans des pays en développement et l'un des exemples qui vous sera donné est une école d'agriculteurs qui a été ouverte au Mozambique en 2003 et à partir de maintenant vous vous rendez compte qu'il y a quelques 16 pays qui en bénéficient et il y a tant de partenaires qui ont adopté cette approche qui aide les jeunes à
engranger de l'expérience, non seulement pour la production, mais aussi pour l'accès au marché et l'entrepreneuriat. Donc voilà, autant de questions qui vous seront données, qui feront l'objet de nos échanges plus tard. Enfin, permettez-moi de souligner que ce qui est clé, et cela sera très important, c'est de non seulement partager pour le fait de partager. Nous avons l'expérience nous montre que lorsque vous partagez votre expérience avec un certain dessin, vous avancez. Par exemple, nous, dans les 10 pays où il y a eu des échanges, donc où chacun a tiré des enseignements du terrain, il y a des domaines clés qui ont été identifiés et qui fonctionnent dans certains pays avec certains partenaires. Et nous avons pu créer une communauté de pratiques dans laquelle, par exemple, en Éthiopie, les choses se font de telle façon et nous voyons comment cela peut être répété ailleurs. Par exemple, les mécanismes pour créer le lien entre les producteurs au marché, comment reproduire cela dans d'autres pays. Donc, sur ces quelques mots, je nourris l'espoir que nous quitterons la maison ACP avec un cadre concret d'action pour avancer. Où le groupe ACP est une plateforme de taille pour la coopération sud-sud triangulaire et il y aura des programmes qui profiteront à nos pays. Merci. Thank you very much, Dr. Ndissa. Je vous remercie, Madame Ndissa. À présent, je vais donner la parole à Madame Catherine Ellis. Merci, Madame la Présidente. Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée ce matin de vous entretenir du point de vue du Commonwealth. L'un de nos principes essentiels, vraiment la richesse qu'apporte la diversité. Nous sommes une association de 53 États membres, la plupart d'entre eux des pays en développement, certains très vastes comme l'Inde, d'autres plus petits, Tuvalu, Nauru dans le Pacifique. Certains sont riches, d'autres sont assez pauvres. Mais malgré ces disparités, tous nos États membres ont une voix égale autour de la table. Et chacun sait aujourd'hui que l'expérience, les innovations qui existent dans un pays en développement peuvent être extrêmement utiles à un autre pays en développement vulnérable. Cette diversité apporte une richesse dans les expériences susceptibles même de déclencher l'innovation. Et en tant qu'organisation, nous essayons vraiment d'organiser ce partage entre nos États membres. Le but étant une véritable manifestation de ce que nous sommes, de ce que dit notre nom Commonwealth. Nous avons la démocratie et le développement au nombre des piliers de notre organisation, ainsi que la coopération qui est l'objet de ce séminaire-ci. Alors avant d'en venir à la jeunesse, qui est ma spécialité, je voudrais dire que nous avons, à l'échelle de l'ensemble de l'organisation, des programmes d'assistance technique. Ce sont des programmes de longue date, reconnus aujourd'hui, concernant la nécessité de bâtir des institutions, notamment. Nous envoyons quelques 60 experts chaque année dans nos États membres, surtout dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et 75% de ces experts proviennent justement des pays en développement. Donc nous considérons qu'il s'agit là de coopération sud-sud. 2 exemples, ou 3 si vous voulez. Nous avons un expert en santé publique du Ghana qui est déployé aujourd'hui en Sierra Leone après la crise d'Ebola, qui aide à renforcer le système de santé dans ce pays pour la résilience, pour l'état de préparation de ce système également devant de potentielles difficultés. Un ressortissant du Sri Lanka a beaucoup aidé les Seychelles dans le processus d'accession de ce dernier pays à l'OMC, qui a réussi d'ailleurs l'année dernière. Nous avons déployé également des juges ougandais, sud-africains, nigérians, bahaméens, britanniques également, dans des pays comme les Seychelles, Vanuatu, Kiribati, le Lesotho, la Namibie notamment. Et le travail qu'ils y font permet justement de résorber le nombre d'affaires en attente et également la réforme
juridique. Un autre exemple, qui est assez ancien aujourd'hui, parce que nous mettons beaucoup l'accent sur le développement rural ici, j'ai pensé que c'était utile. Un expert tanzanien de l'élevage a été déployé en Grenade après l'ouragan de 2005. Il y est aujourd'hui depuis presque 6 ans. Il aide à remettre en état le système d'élevage de la Grenade avec des écoles de formation, la mise en place de réseaux laitiers, des innovations comme l'insémination artificielle, pour laquelle il travaille beaucoup également. Alors, dans le secteur de la jeunesse, nous avons aussi un système dans lequel nous fournissons des conseillers commerciaux à certains de nos États membres pour les aider dans les négociations commerciales. Alors, dans le domaine de la jeunesse, ce domaine est vraiment extrêmement important dans la coopération sud-sud. Des jeunes dans les pays en développement sont source d'innovation aujourd'hui et les États, les institutions de ces pays s'en servent beaucoup. À leur tour, ils devraient maintenant se voir donner les moyens de faire avancer ces jeunes. Et pour nous, les jeunes sont les personnes âgées de 15 à 29 ans. C'est 60% de la population dans beaucoup des pays qui nous composent. Parfois même, c'est au-delà de 70%. Et comme Mme Dissale vient de le dire, c'est là une opportunité de créer un dividende démocratique, ou alors, à l'inverse, c'est une bombe qui attend d'exploser. Il y a des opportunités. Il faut que les jeunes y aient accès. Il faut que ceux-ci également sentent qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et c'est cela qui crée un problème, parce que ces jeunes sont aujourd'hui informés, sont formés, et s'ils n'ont pas accès à l'emploi, bien sûr, cela crée des frustrations, et chacun sait le type de problème que cela peut apporter. Donc, le Commonwealth estime que les jeunes sont un atout. La jeunesse est un atout susceptible de grandement contribuer au développement des sociétés dans lesquelles ils vivent. Alors, cela signifie ne pas être seulement des bénéficiaires, mais également jouer un rôle actif, des acteurs de changement. Nous avons différents programmes à cet effet qui mettent l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes. Pour nous, c'est un aspect essentiel de la prise en charge du problème de l'emploi des jeunes. Il y a un programme de crédit aux jeunes, par exemple, qui existe aujourd'hui, qui est un modèle par lequel on peut appuyer la création d'entreprises par les jeunes. Il y a 2 initiatives également qui sont en cours actuellement, qui peuvent être utilisées. L'Alliance du Commonwealth pour les jeunes entrepreneurs, c'est un réseau de réseaux. On a mis ensemble des réseaux de jeunes entrepreneurs, d'abord en Asie, et puis plus récemment, ce modèle a été dupliqué dans la région des Caraïbes, y compris le Canada. Nous envisageons de le faire également en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que M. Chaban est ici, l'un des membres fondateurs de ce réseau. Il pourra vous en parler plus tard dans le cadre d'une étude de cas. Je veux juste dire que ce modèle permet de réunir des jeunes entrepreneurs pour qu'ils partagent leurs connaissances. Ils viennent d'un peu partout, mais ils se comprennent très bien étant tous jeunes entrepreneurs. Nous avons également un guide du jeune entrepreneur. Vous savez, les politiques nationales, l'intégration des jeunes, le genre, etc. Ce programme, ce guide s'appuie sur ces notions-là. Nous avons travaillé là-dessus avec la CNUSED. Et ce guide est un guide à l'intention des décideurs politiques, à l'effet de les amener à créer l'écosystème adéquat pour que les jeunes puissent se lancer. Il comprend également des exemples de bonnes pratiques issues de pays en développement. Et ce que nous envisageons maintenant comme étape ultérieure, c'est l'organisation de séminaires régionaux qui réunissent tous les acteurs concernés par cette démarche avant de passer à une étape supplémentaire, celui de l'appui technique pour donner plus de cohérence aux politiques nationales. Il faudra pour cela, bien sûr, que beaucoup d'acteurs se réunissent. Il n'y a pas que les politiques, les décideurs, il y a également les jeunes entrepreneurs, le secteur privé, l'éducation nationale des pays concernés, l'enseignement supérieur, enfin tous ceux qui sont concernés. Je pense qu'il y a là une discussion intéressante à avoir. Et puis, nous considérons qu'il y a là une opportunité réelle
d'apporter de compléter ce guide politique tel qu'il se présente aujourd'hui en touchant à des questions nouvelles comme par exemple le tourisme, l'économie verte, etc., dans lesquelles il faut que les jeunes interviennent de plus en plus. Alors, ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est qu'il me donne l'opportunité de rencontrer des jeunes gens fantastiques. Je souriais tout à l'heure en entendant Madame Jean tout à l'heure lorsqu'elle parlait du génie des jeunes. Oui, je le vois. Nous avons vraiment des exemples d'excellence tous les jours sous nos yeux. Nous avons des jeunes entrepreneurs que nous rencontrons à travers les différentes initiatives que je viens d'évoquer. Nous leur donnons l'opportunité de montrer vraiment ce qu'ils font afin que les politiques, les décideurs sachent aussi, soient informés. L'année dernière, par exemple, il y a un jeune homme de la Tanzanie qui, à 25 ans, a mis en place un fonds investissant dans l'entrepreneuriat des jeunes. Et il a permis à quelques 5000 jeunes de commencer et de lancer leur entreprise. Et c'est un modèle très intéressant, innovant qu'il a mis en place. Il a eu un prix du Commonwealth pour cela. Et il nous aide justement dans nos programmes dans la région qui est la sienne. Aux Caraïbes, il y a une jeune femme de Trinité et Tobago qui a mis en place une firme, une entreprise écologique de fabrication de cosmétiques à travers du noyau de la mangue. Elle a réussi dans son entreprise et 50% de ses bénéfices, elle les consacre justement à l'entrepreneuriat féminin. Donc, ce sont des cas extrêmement intéressants que nous essayons de vulgariser au possible. Nous avons un concours annuel. Cette année, nous sommes, je crois, en train de primer 2 projets. L'un étant un projet qui permet à des agriculteurs, justement, de mieux faire leur comptabilité, ce qui est susceptible de les aider à mieux accéder à des financements, au crédit. Une autre application sert à la gestion de l'alimentation animale dans certaines exploitations. Ce sont des jeunes qui sont à la source de tous ces projets et ce sont des jeunes qu'il faut vraiment aider et appuyer. Et puis, il faut se rendre compte que ces projets, aussi petits soient-ils aujourd'hui, sont susceptibles de créer tellement de valeur qu'ils sont source d'emploi extrêmement importantes. Alors, nous sommes des convaincus de la nécessité de mettre en place un environnement favorable pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a un métier qui s'appelle un métier d'experts en appui à la jeunesse. Il faut des gens qui sachent ce qu'il faut pour permettre à des jeunes de réaliser leur potentiel. Il y a des enseignants, des travailleurs sociaux, des juristes, des ingénieurs, etc. Il faut également que ces travailleurs de la jeunesse soient reconnus pour ce qu'ils font. Il leur faut des qualifications qu'ils acquièrent d'ailleurs aujourd'hui. Et ils sont extrêmement utiles et peuvent l'être plus. Je pense que cela aussi, il faut le prendre en considération. Ça signifie former des gens qui travaillent justement avec les jeunes et qui soient dotés des outils adéquats pour le faire en termes de formation, de connaissances. Donc nous, au Commonwealth, travaillons à cela, des formations diplômantes avec l'Université des Antilles, par exemple, West Indies. Créons une base pédagogique qui soit susceptible d'aider les universités partout où elles sont à faire ce travail de formation, à faire un travail de recherche également, parce que ces connaissances, il faut les actualiser en permanence à travers des études de cas issues de nos différents pays. Cela peut être extrêmement utile. C'est autant d'exemples de coopération sud-sud. Je crains d'avoir été un peu longue, mais je suis sûr que dans le courant de la journée, j'aurai l'occasion de vous en dire plus. Vraiment, nous ne sommes pas une grosse organisation, nous n'avons pas trop d'argent non plus, mais nous agissons et je suis très intéressé par ce que d'autres organisations que la mienne font pour voir éventuellement quelles opportunités de coopération existent pour que les uns et les autres nous puissions bénéficier de toute cette masse d'innovation et d'opportunités que l'on voit dans les pays en développement. Et tout ceci pour la coopération sud-sud et triangulaire. Merci.
I'm sorry I mean, you know. Merci infiniment. Nous sommes vraiment en retard, mais je dois encore donner la parole au CPLP. Ensuite, le dernier orateur sera de l'auditoire. Ça va vraiment être très bref pour que nous ayons le temps pour les discussions. Notre modérateur ensuite prendra le relais. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vais m'exprimer en portugais. J'aimerais saluer tous ceux qui se trouvent à notre table et tous les participants. J'ai nombre d'idées à exprimer, mais peu de temps pour le faire. Il sera très utile de vraiment utiliser le temps à bon escient et j'aimerais transmettre un message. La communauté des pays de langue portugaise a été créée pour renforcer les liens entre ses membres. En effet, elle canalise la coopération au niveau intergouvernemental. Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur directement le transparent 11. Ici, je voudrais que vous regardiez où se trouvent les États membres du CPLP. Nous sommes répartis sur 4 continents. Nous avons 3 océans avec une population de plus de 250 millions d'habitants. Regardez les États membres desquels nous faisons partie. Vous voyez qu'il y a un potentiel pour la coopération sud-sud et triangulaire. Nous pourrions cibler plus de 180 millions de personnes de cette façon. La coopération CPLP, elle s'appuie sur la nature transversale et nous voulons poursuivre notre travail sur l'éducation civique et d'autres domaines de coopération. Il y a la sécurité alimentaire des jeunes et d'autres domaines. Comment le CPLP a-t-il travaillé pour améliorer la coopération sud-sud? Si vous prenez notre document de stratégie qui a été présenté en 2009, il montre un certain nombre d'objectifs qui se concentrent principalement sur le renforcement de l'appropriation, la durabilité et la nécessité des bénéficiaires d'acquérir une méthodologie de la meilleure façon qu'il soit, prenant en compte les réalités sur le terrain dans nos États membres. C'est important car, comme les préopinants l'ont dit, il y a des synergies, la coordination, l'harmonisation. Et dans cette veine, il faut harmoniser les mesures qui ont été proposées pour l'autonomisation des bénéficiaires, pour renforcer l'appropriation et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Afin de tirer au mieux parti de cette intervention, il faut être vigilant dans les capacités et les ressources que nous avons. Lorsqu'il s'agit d'harmonisation et de la spécialisation de notre intervention dans certains domaines, cela ne peut être fait que grâce à un plan de coopération stratégique qui ont été déterminés. Nous sommes dans un tel dialogue de manière régulière pour que cela profite aux bénéficiaires, pour faire en sorte qu'ils s'approprient les programmes. Lorsque vous vous penchez sur l'alignement des priorités des États membres et des bénéficiaires, il faut toujours respecter les modèles de gouvernance des bénéficiaires et les domaines d'intervention qui ont fait l'objet de consensus. Les États membres doivent assurer la coordination entre eux et doivent mettre sur pied des séries de projets qui se concentrent sur les résultats
pour avoir une bonne planification, bonne exécution, bonne surveillance, bonne redevabilité. Le secrétaire général ACP y a fait référence et nous travaillons à cette fin au CPLP. Par conséquent, il est important qu'il y ait des échanges d'informations entre les États membres, ce qui améliorera le processus de redevabilité. Le plan mis en place est un outil qui doit associer les efforts des États membres de manière individuelle, mais doit également assurer que via la complémentarité, il y ait une plus grande capitalisation de ces efforts. Cela aidera à développer davantage les États membres. Certains écueils ont été rencontrés, à savoir les questions de coordination de différentes initiatives. Par conséquent, nous avons été orientés par un certain nombre de principes pour améliorer la coopération entre les États, donc l'échange d'informations, la promotion de la solidarité, la démocratie, les droits humains, s'attaquer également à la question de la nature multidimensionnelle et transversale pour améliorer notre concentration sur notre partenariat et faire en sorte que ce partenariat se penche sur tous les aspects du domaine, mais aussi pour promouvoir davantage les initiatives qui doivent être prises par les États membres eux-mêmes. Cela veut dire que nous pouvons renforcer la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, et nous pouvons faire davantage de progrès pour penser à la santé, l'éducation. Nous sommes également parvenus à stimuler davantage les différents domaines de coopération économique et financière. Nous nous penchons sur des secteurs tels que la santé, la jeunesse. Nous sommes très actifs dans la coopération sud-sud et triangulaire. Nous étudions les bonnes pratiques qui ont évolué au sein des États membres. Ce fut une initiative co-organisée par le CPLP et la Banque mondiale. Le CPLP, le Forum pour la société civile et d'autres partenaires se sont penchés sur le travail des enfants. Le CPLP donc, qui a travaillé, l'OIT, le programme pour l'éradication du travail des enfants a également été associé, incluant les chefs d'entreprises qui travaillent dans les domaines de la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle également. Nous travaillons en partenariat avec les universités, des membres de parlement, des partenaires autres aussi, et c'est un excellent exemple du type de coopération qui peut être réalisé au CPLP et lorsque nous nous sommes assis à la même table et lorsque nous nous penchons sur les mêmes questions. C'est une expérience que nous aimerions reproduire et elle a reçu une reconnaissance internationale. La sécurité alimentaire, nutritionnelle sont des domaines que nous aimerions explorer en plus grand détail. Mais pour gagner du temps, je vous épargne les détails et nous allons nous concentrer sur les expériences que nous avons eues. Merci infiniment. As we are running real out. Puisque nous sommes vraiment en retard, je vais vraiment demander instamment à Monsieur Rogel Naguid de s'exprimer pendant 2 minutes. Réellement, je vais juste dire bonjour alors. Merci infiniment, Madame la Présidente. Je vais être rapide. Alors, le Bureau de l'ONU pour la coopération Sud-Sud est présent depuis 40 ans. Il appuie toutes les parties prenantes, tous nos partenaires au sein de la famille des Nations Unies, mais à l'extérieur aussi, dans le domaine de la coopération Sud-Sud et triangulaire. J'aimerais être succinct pour les services que nous offrons. Premièrement, nous sommes le secrétariat du système des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Donc,
Nous sommes au service de l'auteur du rapport de l'ONU sur la coopération Sud-Sud. Donc nous intégrons tous les rapports qui proviennent de toutes les différentes agences et tous les partenaires du monde entier. Et tous ces partenaires qui mènent des dialogues sur la coopération Sud-Sud. Il y a l'Académie Sud-Sud, sur le développement Sud-Sud, et hier nous avons déjà demandé que tout ce qui se passe aujourd'hui et demain soit repris dans un document qui pourra être présenté à notre comité en mai. Nous sommes également à l'exposition mondiale sur la coopération Sud-Sud. C'est la 8e édition déjà. Il y a également ce que nous appelons le système d'échange technologique Sud-Sud, où nous faisons la transfert de technologie. C'est établi à Shanghai, en Chine. Tous les autres services, nous pouvons en parler en dehors de ce contexte. Donc voilà, j'ai respecté les 2 minutes. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir respecté le délai qui vous avait été imparti. Vous m'envoyez désolé, nous n'aurons pas la possibilité de mener une discussion pour cette session, mais pour la prochaine session, car celle-ci avait pour but de planter le décor. Donc, nous pouvons tirer les conclusions et au cours de la prochaine session, nous aurons la possibilité d'en discuter, car il y aura des exemples pratiques de ce qui est fait. Maintenant, je vais tenter de tirer les conclusions de cette session. Nous avons pu voir donc, que les femmes et les jeunes sont cruciaux pour nos familles, nos communautés, nos nations, pour toute l'humanité. Tous ici présents, les pays, les organisations, les individus sont engagés pour faire les efforts et tirer des enseignements les uns des autres pour en faire plus. Les engagements mondiaux nous obligent à en faire plus pour les femmes et les jeunes. En raison de l'échelle des exigences, nous n'avons pas d'autre option que de nouer des partenariats. Non seulement c'est cet engagement qui nous pousse à le faire, mais c'est les exemples concrets de ce qui se passe sur le terrain qui nous motivent. Ce sont des exemples qui peuvent être reproduits par le truchement de la coopération sud-sud et triangulaire. Nous voulons voir comment ces solutions peuvent être partagées, multipliées, reproduites. Comme vous le savez, la coopération sud-sud triangulaire est à plusieurs visages, plusieurs aspects. Et au cours de cette session, nous mettons tous les pays ACP au défi de penser à ce qu'ils peuvent vraiment partager pour accélérer le changement véritable pour les femmes et les jeunes. Avant d'en terminer, veuillez applaudir les orateurs de cette session. Merci. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. Merci infiniment, Madame l'ambassadeur, d'avoir vraiment planter le décor pour que nous puissions aborder ces questions et tous ceux qui ont parlé de l'urgence de s'attaquer à la question de l'association des femmes et des jeunes dans l'agriculture et les affaires. Maintenant, nous allons faire une pause. Nous serons de retour après la pause café pour la 2e session, donc le développement des compétences et renforcement des capacités institutionnelles. Donc ce sera la première session dédiée au concret, vraiment. C'est là que nous allons vraiment aborder les questions dont nous avons parlé jusqu'à présent. Merci infiniment. Nous nous voyons après la pause café.